est-ce que vous pouvez nous expliquer, enfin, quelles sont les raisons d'après vous de cette chasse aux sorcières qui vous est faite? Alors, les explications, je pense qu'elles sont nombreuses, mais en particulier, on est en train de changer de paradigme. Donc, pour tous les infectiologues de France, c'est embêtant parce que, pour le moment, une bactérie, un symptôme, alors que là, on a une bactérie et 800 symptômes. Donc déjà, c'est embêtant pour assimiler cela, ça ne correspond pas du tout à ce que l'on a enseigné en fac de médecine. Deuxièmement, le fait que j'ai démarré avec des médecins comme François en 2007, c'est-à-dire le lendemain du consensus 2006, un autre protocole parce qu'on était convaincus qu'il y avait quelque chose à faire et que du coup ça a pris une ampleur terrible en très peu de temps, c'est-à-dire que ça a été mais exponentiel, ça a agacé considérablement le Centre national de référence qui ne voulait rien entendre. J'avais à plusieurs reprises demandé à dialoguer avec eux pour leur montrer les résultats qu'on obtenait, c'est-à-dire ELISA toujours négatif et Western Blot remarquablement précis et qui permettait de faire le diagnostic avec une corrélation clinique. Parce que je ne me contentais pas d'avoir les deux tests, je demandais systématiquement aux médecins et aux malades de me décrire les symptômes cliniques. Donc on avait toutes les preuves qu'on avait raison. Le test Western Blot dont je vous ai parlé avec toutes ces protéines, les 15 en IgM, 15 en IgG, c'est des réactions spécifiques à 99,7%. Or, le Centre national de référence d'Eboria avait un test maison qui n'avait absolument pas ces mêmes qualités. Donc, il ne voulait pas admettre qu'un petit labo de ville puisse avoir une prédominance sur leur façon de travailler. Et puis, les médecins aussi étaient très demandeurs parce qu'ils avaient enfin quelque chose qui collait bien avec leur clinique. Et surtout, les réponses après traitement étaient formidables. Ça a été vraiment une aventure extraordinaire parce que le dialogue entre les médecins, les patients et le labo, mais ça n'arrêtait pas. On était tout le temps au téléphone. Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous avez trouvé? Pourquoi ce test? Qu'est-ce que ça veut dire? Etc. Mais c'était fabuleux. Et c'était vraiment quelque chose qui était nouveau. Mais évidemment, le Centre national de référence ne voulait pas, ne supportait pas cette dynamique-là. Voilà. Est-ce que l'enjeu n'est pas... Je voulais juste encore... Oui, l'enjeu est financier, absolument. L'enjeu est financier. Biomérieux, excuse-moi François, je termine. Biomérieux, qui est le principal fournisseur des tests ELISA du dépistage, avait pratiquement 60% des ventes. Et le fait de dire que son test n'est pas bon, ça veut dire que les 400 millions de Chinois, qui étaient un marché potentiel, 400 millions de Chinois par an, ça faisait désordre de dire qu'en France, on le considérait comme un mauvais test, alors qu'ils avaient un marché de 400 millions de tests par an à vendre aux Chinois. Voilà. Donc, vous avez raison, c'est financier. Voilà. Oui, François. Oui. Je voulais juste préciser également que la chasse aux sorcières avait commencé aux États-Unis. Pour connaître, pour comprendre un peu, il faut partir de l'histoire américaine. La maladie a démarré là-bas, après la Deuxième Guerre mondiale, parce que les Américains ont emmené des savants allemands qui travaillaient sur la maladie de Lyme, sur les bactéries, sur les borrélioses. Et on connaît ces messieurs, ils ont travaillé pour les Américains, qui eux n'avaient pas d'armes bactériologiques en 1945. Et le laboratoire de recherche se trouvait à Atlanta et un autre à Plum Island, qui est une île juste en face de Lyme. Et la maladie a démarré là-bas, sans doute parce qu'ils ont dû faire un essai grandeur nature. Ils ont lâché des bactéries pour connaître un peu la vitesse de propagation. Ça, c'était fait par la suite avec d'autres microbes. C'était fait en France également, parce qu'il faut se remettre dans le contexte de la guerre froide. L'armée française est également responsable de la fièvre afteuse dans les années 1956. Voilà. Donc, il y a donc déjà ça. Après, l'histoire a commencé après la guerre du Golfe, parce qu'il y avait très peu de spécialistes de Lyme. Ensuite, l'armée américaine, qui craignait une guerre bactériologique avec l'Irak, a embauché un certain nombre de savants européens également. Et après 2 ans, ils ont terminé leur contrat.
Et ils ont placé donc, toutes ces personnes qui ont travaillé pour eux dans des postes importants au niveau de l'OMS et dans de certains gouvernements. Et d'emblée, aux États-Unis, il y a eu également donc les spécialistes qui ont commencé à bien se connaître, ceux qui avaient travaillé avec l'armée, et ils ont commencé à sortir les premières recommandations dans les années 90. Hein. Et d'ailleurs, les recommandations de 2006, c'est une reprise des recommandations de 1994. Et dans ces commissions, il y avait des médecins militaires, il y avait des médecins qui étaient des héritiers de fortunes américaines, dans de grosses fortunes américaines, qui étaient propriétaires ou actionnaires majoritaires de certains laboratoires comme Glaxo. Hein. Voilà, donc tout ça se tenait. Et ils ont compris tout de suite l'intérêt et l'importance de la maladie de Lyme, et surtout l'intérêt qu'il ne fallait pas toucher au Lyme, qu'il ne fallait pas traiter le Lyme pour que d'autres maladies puissent se développer. Ça c'est cynique, mais c'est sans doute comme ça que ça fonctionne. Hein. Effectivement, comme la maladie de Lyme donne 350 maladies, hein, ça c'est la version américaine et allemande, on comprend l'enjeu. Après, les Américains ont décidé également de déclarer la guerre assez rapidement aux médecins qui pensaient différemment. Et il y a eu de sacrés procès aux États-Unis. Hein. Donc il y a eu des suicides de la part de certains médecins qui étaient acculés à la ruine, hein, parce qu'ils avaient perdu les procès. Bon, alors tout ce cheminement a été transposé en France. En France, on a copié la version américaine en décembre 2006. Alors que la version américaine début 2006 avait été annulée par un tribunal américain pour conflit d'intérêts. Donc ça montre bien la connivence entre le milieu financier et puis le monde médical. Après ça, donc il y a eu ces connivences, et puis en 2006, ils ont sorti leurs recommandations au mois d'octobre. Et la France s'est précipitée là-dessus pour faire un copier-coller hein, en décembre 2006. Et d'ailleurs, Perron le précise, lui, il avait déjà d'autres idées. Il a été écarté, il faisait partie de la conférence, mais ils ont tout fait pour ne pas qu'il vienne. Il n'a pas assisté à cette réunion, ils ont décidé de copier les Américains. Et ils ont importé cette même mentalité, c'est-à-dire qu'il fallait se prendre tout de suite aux médecins, aux professionnels de la santé qui pensaient autrement. Donc nous, on a commencé dans les années 2007-2008, et déjà en 2009, on a eu des patients qui ont été convoqués par les caisses. Hein. Et après, les procès ont commencé. Quoi. Et quelle est la position de l'OMS là-dessus? De L'OMS. L'OMS était assez anti-Lyme, hein. Mais maintenant il y a un changement, hein, parce que depuis le 2 août de cette année 2018, ils ont reconnu la maladie de Lyme chronique et ils ont inscrit la maladie dans la liste des maladies. Ça c'est très très important, mais ça voulait dire aussi que les anti-Lyme étaient tellement puissants qu'ils ont réussi à ne pas faire marquer la maladie. La maladie de Lyme n'existait pas dans le registre de l'OMS, hein, donc c'est assez catastrophique. De même qu'actuellement, dans le registre européen, la maladie de Lyme n'est même pas inscrite. Hein. Et il y a un texte qui a été voté le 10 septembre en commission parlementaire à Strasbourg, bon, et le texte aurait dû être voté le 4 octobre, donc il y a 3 semaines de ça. Et là, je ne connais pas encore les raisons pour lesquelles le texte n'est pas passé. Mais la commission a voté à l'unanimité ce nouveau texte, Lyme pour l'Europe, qui a une avancée. Donc, ils disent, voilà, il faut que les pays s'entendent, fassent une politique commune, parce qu'il y a des pays où la maladie est bien traitée, hein, bien diagnostiquée, et dans d'autres pays où on ne reconnaît pas la maladie. Et également, il y a la chasse aux sorcières. Et ce texte prévoit aussi l'inscription de la maladie dans le registre européen. Donc pour l'instant, ça n'est même pas encore marqué, alors que c'est une pandémie mondiale. Alors l'ONU a aussi venu à notre secours. Hein. L'année dernière, ils ont créé une commission spéciale sur le Lyme. Alors ça voulait dire aussi qu'une instance mondiale s'intéresse à la maladie. Et si elle crée une commission, c'est parce qu'il y a bien un problème. Elle ne crée pas une commission pour une angine ou bien pour une sinusite. Mais par contre, ils en ont créé une pour le Lyme. Et le rapport a été publié fin juin 2018, donc c'est tout récent. Et il dénonce la corruption en médecine dans l'affaire de Lyme en donnant les preuves. Hein. Corruption internationale. Alors, donc vous tirez un peu les conclusions. Et puis pourquoi cette chasse chez nous? Bon, c'est un peu pire en France parce que bon, on a une mentalité un peu particulière peut-être aussi. En Allemagne, ça ne se passe pas comme ça. On critique toujours les Allemands, mais nous on est en zone frontalière. C'est un peu différent, on les connaît peut-être un peu mieux, quoi. Et ils ont un sens de la démocratie beaucoup plus avancé que chez nous. Hein.
Bon, ils ont assez donné avec Hitler, hein, ce qui fait qu'ils sont beaucoup plus soucieux que nous. Hein. En France, on a toujours encore sur l'esprit voilà, du grand Versailles, de Louis XIV, voilà, la grande France. Non, mais c'est toujours pareil. Donc actuellement, on subit une persécution et une dictature de la pensée unique. Merci. Et les profs de Strasbourg ont sans doute pas mal de choses à se reprocher. Hein, ils ont trempé aussi, bon, il y a sans doute des conflits d'intérêts, et il y a des procès qui vont commencer. Il y a des dizaines de plaintes contre certains professeurs, dont les professeurs de Strasbourg. Bon, parce que ce professeur a dit, là, il y a 15 jours, il a donné à l'Académie de médecine une petite interview, le professeur Christman, bon, l'a d'ailleurs regardé encore ce matin, c'est effarant. Hallucinant. En 2 minutes, il dit que la maladie n'existe pas. Dis-moi pas que c'est une petite maladie. Hein, les tests sont bien connus, ça marche très bien, à 100%. Les bactéries sont très connues, ce qui est complètement faux. Parce que là, hier, on m'a fait venir, on m'a donné une information, il y a une nouvelle bactérie qui a été mise au point, enfin, non, pas mise au point, découverte par les Allemands, par l'armée allemande. C'est une tique géante, hein, qui peut atteindre 5 fois la taille d'une tique normale, qui peut dépasser 2 cm. Hein, et puis qui détecte les proies à une certaine distance, et puis qui court après les proies jusqu'à 1 centaine de mètres. Voilà. Ça, c'était découvert, bon, et ça a été publié hier. Voilà, donc, on ne connaît absolument pas la maladie, ou bien l'ensemble de la maladie de Lyme. Parce qu'en fait, il ne faut pas parler de la maladie de Lyme, il faut parler, comme la Fédération française. Donc, on a créé, avec le professeur Perron, hein, donc c'est la Fédération française des maladies multiples. Donc, parce qu'il y a les co-infections qui jouent un très grand rôle, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi l'environnement. Si on veut traiter quelqu'un qui a une maladie complexe, qui est malade depuis des années, il faut pas seulement traiter une bactérie, il faut traiter un terrain. Il faut voir l'environnement dans lequel il vit. Il y a actuellement trop d'ondes électromagnétiques qui rendent les gens malades. Il y a le terrain alimentaire, donc, qui a été évoqué avant. Hein. Donc, il y a l'hyperacidité, il y a énormément tous les produits chimiques, hein, et tous les métaux lourds qui polluent l'organisme actuellement. Hein. Et en France, en ce qui concerne les maladies émergentes, on s'en fout. On ne reconnaît aucune maladie émergente. Hein, et les gens qui émettent ça, bon, se font poursuivre par le Conseil de l'ordre. Même le professeur Bellepomme, qui est assez connu, qui est un cancérologue en retraite, il s'occupe de l'électrosensibilité. Bon, il voulait le rayer, le Conseil de l'ordre, alors qu'il est retraité, et il soulève un problème. Alors que dans d'autres pays, on en parle facilement. Moi, je vais me former en Allemagne depuis 30 ans, mais il y a 30 ans, on parlait d'électrosmog. Hein, moi, je n'ai jamais entendu parler en France, quoi.